Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le groupe La France Insoumise souhaite interpeller sur la question du chantier du Lyon-Turin et sous le titre d'une conférence de presse dont le thème est Maurienne siphonnée, territoires asséchés. Le 23 septembre 2024, la société TELT, maître d'œuvre de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin et de ses tunnels associés, déclenchait un appel d'offres pour des travaux et des mesures compensatoires d'urgence destinées à l'approvisionnement en eau potable dans la vallée de la Maurienne. Cet appel d'offres de 2,5 millions d'euros porte sur la réalisation de zones de déchargement pour camions et pick-up afin d'acheminer de l'eau potable par citerne ou en bouteille aux habitants de la Maurienne. L'appel d'offres porte également sur l'installation d'unités de traitement mobile et leur encadrement sanitaire en cas de besoin pour alimenter humains et animaux en eau potable en cas de pollution. Le 26 septembre, un communiqué de presse de Gabriel Amar et de moi-même dénonçait la prédation, la pollution, le gaspillage et maintenant la disparition de l'eau potable contenue dans les nappes phréatiques fracturées par les travaux de percement, au détriment des habitants de la Maurienne et de l'habitabilité future des communes maurianaises, demandant à TELT et aux élus promoteurs du projet de s'expliquer sur cette catastrophe environnementale que nous avions depuis longtemps déjà identifiée et dénoncée. Nous demandions au préfet de la Savoie et aux autorités publiques d'engager toutes les mesures conservatoires utiles à stopper immédiatement ce chantier qui met en péril la ressource en eau sur l'ensemble du territoire maurianais et même au-delà. Le 2 octobre, par communiqué de presse interposé, la préfecture de Savoie répond à cette alerte en prétendant que la réalisation du tunnel du Lyon-Turin s'inscrit parfaitement dans la préoccupation prioritaire de l'État et de chacun des habitants de la Maurienne concernant la qualité et la disponibilité des ressources en eau. La préfecture affirme de surcroît que depuis 2007, TELT a montré un respect scrupuleux de ses engagements et obligations de garantir au droit du tunnel la pérennité de l'accès à l'eau potable, mais aussi de compenser la perte de ses ressources hors eau potable. Le 16 juillet 2024, pourtant, le magazine d'investigation Mediapart révélait des dégradations graves causées au barrage du pont aux Chèvres du fait du percement du tunnel, révélant en même temps l'omerta sur ce sujet pendant 5 ans de TELT et de EDF, responsables du barrage. Depuis 2003, pourtant, la commune de Villarodin-Bourget était significativement impactée par le tarissement de 4 des 5 sources de la commune, comme cela avait été identifié d'ailleurs par TELT dans son rapport hydrologique de 2017, qui reconnaissait déjà que le creusement du tunnel en était à l'origine et que Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Martin-la-Porte, Aurelle, Saint-André, Avrieux, Ossois et Modane sont déjà ou seraient également impactés sur le plan hydrogéologique par ces risques de tarissement. L'évaluation du volume des eaux d'exor au droit de la commune de Villarodin-Bourget est de 60 litres secondes environ, soit pratiquement 2 millions de mètres cubes d'exor sur une seule année pour cette seule commune, et c'est 2 fois plus à Saint-Martin-la-Porte avec 120 litres par seconde, soit près de 4 millions de mètres cubes par an. D'ailleurs, le rapport COVID, commandé par la Commission européenne en 2006, donne le bilan des captations d'eau sur une année entre 60 et 125 millions de mètres cubes, ce qui est comparable à l'alimentation nécessaire à une ville de la taille de Lyon. Alors que TELT est hors la loi pour le respect des périmètres de protection des zones de captage d'eau potable à l'aplomb du tracé du tunnel de base du Lyon-Turin, le préfet de la Savoie a lancé une enquête pour réviser les arrêtés de déclaration d'utilité publique, la DUP, établissant les règles applicables à ces zones afin de mettre rétroactivement ce projet écocide dans les clous de la légalité en autorisant les excavations du tunnel, jusqu'ici absolument interdites, quelle que soit la profondeur, au risque de siphonner ou de tarir les captages d'alimentation en eau potable. Bien que reconnaissant le sérieux des arguments présentés par les contributeurs concernant les risques de tarissement des sources et la diminution des ressources en eau, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l'allègement des contraintes qui permettrait de creuser le tunnel de base à l'aplomb du périmètre des captages concernés au-delà des 100 mètres de profondeur.
Enfin, nous voulons pointer une autre pollution liée à ce chantier du Lyon-Turin et qui est une pollution qui est d'ailleurs commune au projet de l'accélérateur de particules FCC du CERN en Haute-Savoie, couvrant lui une longueur de 91 km, qui est celle de la dispersion des roches d'excavation du seul tunnel de base pour le Lyon-Turin, 115 km, 2 fois 57 km et demi de long, pour un diamètre de 10 mètres environ. Le volume de roches brutes qui sera donc extrait dépasserait les 10 millions de mètres cubes, soit le double, 20 millions de mètres cubes, une fois concassé. Cela représente l'équivalent d'un gigantesque cube de près de 300 mètres de côté, composé de roches et de gravats dont la composition et la teneur en composés minéraux et métalliques toxiques ne sont pas à cet instant communiquées par le maître d'ouvrage. En outre, les besoins en granulats pour la fabrication de plus de 2 millions de mètres cubes de béton nécessaires à la consolidation du tunnel vont impacter profondément les carrières du territoire qui devront produire des quantités considérables de granulats et de ciment. Se pose la question du devenir de ces énormes volumes de roches concassées, de leur épandage ou de leur stockage dans une vallée déjà très étroite dont les terres destinées à l'activité humaine, agricole ou pastorale sont déjà fortement menacées. Pour toutes ces raisons, nous réitérons notre demande d'arrêt pur et simple de ce chantier qui représente plus que jamais une atteinte irréversible à l'environnement. Un risque pour l'approvisionnement en eau potable, bien sûr, et la santé des habitants de la Maurienne, et une menace pour toutes les activités économiques de la vallée, y compris pour les stations de ski. En outre, la menace d'un coût insupportable pour les finances publiques, dont la dégradation a atteint un niveau inédit, est avérée étant donné l'ampleur, le volume, le côté gigantesque des finances nécessaires pour ce chantier. Notre groupe, actuellement en examen en commission des finances pour le PLF, a également déposé un amendement pour suspendre les travaux et le coût économiser le budget qui est nécessaire aux prochaines années sur ce chantier. Nous déposerons également une proposition de résolution pour faire un état des lieux, observer de quelle manière ce chantier a évolué dans le temps, pour en mesurer ses impacts écologiques et financiers. Nous demandons également que la ligne existante soit réparée et réhabilitée pour absorber le trafic de camions, de marchandises et de voyageurs, trafic qui pâtissent fortement d'un sous-investissement de l'État dans les lignes du quotidien comme dans le fret ferroviaire. Je tiens à excuser également le sénateur Gontard et la députée Châtelain qui ont été retenus par ailleurs, mais qui étaient prévus pour intervenir à cette conférence de presse. Et maintenant, si vous avez des questions, eh bien, nous y répondrons volontiers. Alors, nous pouvons effectivement attaquer la DUP. Le problème est que le préfet de Savoie a, en quelque sorte, donné un effet rétroactif qui rend compliqué aujourd'hui ce biais-là d'intervention. Donc, ça va être compliqué de dénoncer ce qui a été décidé par la préfecture de Savoie, qui a donné un accord, un blanc-seing en quelque sorte, et c'est muet, comme vous le verrez dans le dossier de presse qui vous a été remis, par rapport à l'intervention, le communiqué de presse de la préfecture, se mue en véritable avocat de TELT, ce qui, évidemment, ne nous satisfait pas. Est-ce que vous pensez avoir un angle d'attaque d'un point de vue législatif, d'un point de vue de vos attributions et du pouvoir de député? Pour ce qui concerne l'atteinte à la ressource en eau, oui, elle est clairement protégée par l'ensemble des textes, y compris par la charte de l'environnement. Donc là, il y a quelque chose qui enfreint résolument les textes constitutionnels. Donc nous avons effectivement cet angle d'attaque. Nous avons déjà émis plusieurs recours qui n'ont pas à cet instant abouti, mais nous persistons à les activer au moment venu. Il s'agit plus d'appliquer les lois existantes que de mettre en chantier de nouvelles lois pour empêcher ce projet. On va bien évidemment essayer d'agir sur les lois existantes.
Mais la raison qui nous pousse à déposer l'amendement, c'est que ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent et qu'il nous faut essayer d'agir aussi sur le biais financier de ce projet. Parce que dans un moment où les finances publiques sont déclarées sinistrées, on a bien évidemment des économies à faire, sachant que la ligne existante elle-même pourrait absorber une très grande partie du trafic que le nouveau Lyon-Turin est censé absorber. Vous pouvez rappeler le numéro de l'amendement? Je ne l'ai pas présentement avec moi, mais il sera étudié aujourd'hui ou demain, je crois. Aujourd'hui, Est-ce qu'il y a déjà eu une commission d'enquête sur les Lyon-Turin? Alors avec Gabriel Amar, nous avions initié une commission d'enquête populaire. Mais bon, ça c'était il y a quelques mois. Entre-temps, vous connaissez tous les événements qui ont survenu dans la vie parlementaire. Donc nous devons réfléchir à une nouvelle organisation par rapport à cela. Et je pense que ce sera plutôt sous la forme d'une proposition de résolution pour dresser un état des lieux global, complet, de la situation de ce chantier et de ce projet qui va être choisi comme véhicule législatif, disons. du coup, une proposition de résolution qui déboucherait sur une demande de création de commission d'enquête. De suspension déjà des travaux, d'arrêt suspensif, pour faire le point sur l'aspect qui nous occupe aujourd'hui, celui de l'accès à l'eau, mais également des solutions alternatives qui pourraient voir le jour dans un délai bien plus court que les quelques 15 ans qui nous séparent d'un hypothétique aboutissement des travaux du Lyon-Turin. Donc, vous ne visez pas une commission d'enquête tout de suite? Pour l'instant, on a utilisé notre droit de tirage sur d'autres sujets. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un affaissement du niveau du barrage de 6 cm, je crois, qui est largement supérieur aux mesures constatées habituellement, puisque c'est un effet qui se produit dans les barrages, étant donné la densité à un endroit concentré. On a parfois des abaissements d'un demi-millimètre par an, c'est ce qui est en général constaté, mais là on est sur 6 cm, ce qui met en péril le fonctionnement lui-même du barrage et puis qui laisse planer, on va dire, des risques de dysfonctionnement grave du barrage. Le barrage qui s'appelle D'Orel, le barrage d'Orel. O-R-E-2-L-E. sur une période de combien de temps? Les 6 cm? Ça a commencé en 2019, voilà, au moment de l'excavation. Donc vous voyez le rythme auquel ce barrage est affaissé, c'est-à-dire en moyenne de plus de 1 cm par an, ce qui est supérieur à ce qui a pu être constaté également dans un pays comme la Suisse, où nous avions déjà observé cet effet-là sur des barrages suisses lors du percement d'un accès routier, je ne me souviens plus le nom, mais c'est un phénomène qu'on connaît en réalité. Et là, il est avéré pour ce barrage et peut, bien évidemment, et laisse craindre également d'autres atteintes à d'autres barrages, puisque la Maurienne est un territoire où il y a pas mal de barrages hydroélectriques. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le contenu de l'amendement qui va être examiné aujourd'hui? Alors c'est un amendement purement budgétaire pour demander à ce que, et considérant l'état des finances, il faille un moratoire sur ce projet parce que tout simplement, nous n'avons pas l'argent nécessaire pour poursuivre. Un amendement pour couper le financement prévu. Pour suspendre les crédits de ce projet le temps qu'on y voit plus clair. Et le sujet, justement, il avait été abordé par M. Gontard via une question écrite au Premier ministre. C'était le 3 octobre dernier, me semble-t-il. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu les réponses? Je n'ai pas compris. Donc, le sujet du Lyon-Turin et de l'eau, il avait été abordé via une question écrite le 3 octobre dernier par M. Gontard, qui avait adressé une question écrite au Premier ministre. Est-ce que vous avez une réponse? Alors, je ne sais pas, parce que Guillaume Gontard devait être parmi nous, et puis il a été retenu au Sénat parce qu'il doit intervenir sur un sujet important. Donc là, je n'ai pas la réponse à sa question écrite.
Alors nous accueillons Béranger Cernon qui va nous parler de la ligne existante et de la façon dont, bien évidemment, nous, on envisage les choses pour procéder à des reports modaux plus rapides que les 20 ans qui nous séparaient de l'aboutissement de ce chantier. Béranger, si tu veux. Bonjour, désolé de mon retard. J'étais sur les collectivités territoriales. Donc oui, sur l'existant. Aujourd'hui, on a une ligne qui est sous-exploitée, puisque on était à quasiment 130 trains il y a quasiment un quart de siècle. Aujourd'hui, c'est une trentaine de circulations qui circulent sur la ligne existante. Donc on voit bien qu'on pourrait faire largement mieux. C'est à peu près 900 000 camions en moins par an qui seraient reportés sur le rail. Aujourd'hui, on a un investissement colossal dans un tunnel qui représente finalement pas une nécessité, d'autant que les embranchements derrière ne sont toujours pas financés et on se pose la question donc de qui va les financer et comment ils vont être exploités. Donc voilà, il y a un besoin de modernisation de la ligne existante, c'est une évidence. Pour autant, les 30 milliards aujourd'hui qui sont investis dans ce tunnel sont largement trop. Et il y aurait à peu près 7 milliards, je crois, hein, sur la ligne existante qui sont nécessaires pour la moderniser et pour permettre aux trains de fret de circuler et de pouvoir faire cette liaison qui est déjà existante. Ouais, s'il y a des questions particulières, si... Sur le tunnel en lui-même, ils n'ont pas démarré. Je crois que c'est 2% je crois, du tunnel hein, qui doit être construit actuellement. Donc voilà, on est sur, on est au tout début. Ouais. Oui. Parce que plus on va avancer dans les travaux, plus on va vous dire on a déjà mis X millions dans le projet, on va s'arrêter maintenant. C'est pour ça que nous, on alerte dès maintenant et il faut revenir en arrière. Il faut revoir les choses, il faut réfléchir aux solutions qui sont actuellement existantes plutôt que d'investir 30 milliards et de se dire on va jusqu'au bout parce que ça a été voté, parce que ça a été décidé. Si je comprends bien, vous dites votre solution alternative d'aménager la voie existante ferait économiser 23 milliards, c'est ça? À peu près, oui. Et si je posais la question aux partisans du projet, ils me diraient que le tunnel fait gagner combien de temps de trajet? Le temps de trajet en gain, je crois que c'est 1h20 à peu près. Mais bon, on est sur des trains fret, hein, on n'est pas sur des trains de voyageurs avec, entre guillemets, des obligations horaires ou des obligations de rapidité. Après se pose aussi très clairement la question de comment on fait en sorte que les camions puissent, en tout cas ce qu'ils transportent, soit mis sur les trains. Il y a des solutions qui sont possibles, hein, notamment de faire des caisses qui soient possible de mettre sur les camions et sur les trains, ce qui ferait là aussi gagner en termes de rapidité, puisqu'aujourd'hui la question du fret, elle va bien au-delà du seul Lyon-Turin. La ligne classique dont vous parlez, c'est celle qui est fermée actuellement, on est d'accord? Oui, c'est celle qui est fermée actuellement. Qui ne va pas ouvrir avant mars 25 ou quelque chose comme ça. Ouais, elle est prévue pour mars 2025, Voilà. bon, sous réserve comment dire, Oui, parce qu'il y a des contraintes qui font que c'est reporté. Bon, la SNCF ne met pas non plus que de la bonne volonté pour la rouvrir au plus vite, mais bon. Qu'elle pourrait mettre des moyens supplémentaires pour pouvoir la rouvrir beaucoup plus vite. Voilà. C'est ce qui s'est passé sur la Maurienne, hein, c'est quelque chose que je ne vais pas dire qui était prévisible, mais en tout cas il y avait déjà eu plusieurs alertes sur le sujet, et malheureusement, ça s'est produit. Elle est déjà couverte la voie devant à ce moment-là? Il y a des endroits qui sont couverts, oui. Juste au bas de la phrase, elle était a priori déjà. Oui, tout à fait. Pas complètement. il y a eu un éboulement de plusieurs milliers de mètres cubes de roches qui avait été déjà le fruit d'une alerte du BRGM qui a des instruments qui permettaient de voir qu'à cet endroit-là, il y avait de forts risques d'éboulement, mais il n'y a pas eu de renforcement du tunnel à cet endroit-là, enfin du tunnel, du passage qui lui est couvert. Et donc,
comment dire, SNCF n'a pas anticipé comme il aurait dû, ni le département d'ailleurs, qui est en charge de l'entretien de cette partie-là, l'éboulement. Justement, est-ce que cette difficulté, enfin, ces problèmes de circulation qu'il y a sur cette ligne classique, est-ce que justement l'Union Turin, c'est pas une solution pour assurer des transports réguliers sans ce genre de soucis? Non, s'il y a un suivi régulier, si les alertes sont prises en compte et si les moyens nécessaires sont mis en place, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes supplémentaires. Je pense que nos anciens, quand ils ont construit la ligne, ils ont suffisamment réfléchi à comment la faire et comment pouvoir la construire. Ce premier incident, il y a eu des éboulements, je crois, un peu plus loin. Bah, de toute façon, vu les événements climatiques auxquels on est contraint aujourd'hui, voilà, on sait que ce soit en termes de glissement de terrain, que ce soit en termes d'érosion, voilà, il y aura des contraintes. Bien. Si vous le souhaitez, on peut également se retrouver en salle des 4 colonnes pour des échanges moins formels sur le sujet. Et merci à toutes et à tous.